Bonjour tout le monde. Bonjour Rachel. Comment ça va? Bonjour. Tout va bien et toi, comment vas-tu? Super. On continue la semaine des entrepreneurs. Alors on va juste attendre que tout le monde se connecte. On va attendre 1 ou 2 minutes parce que là on a déjà du monde qui est là. Bonjour. Est-ce que tout le monde nous entend bien? Est-ce que vous pouvez nous faire un petit message dans le chat pour nous dire que vous nous entendez bien, que vous nous voyez bien, que tout est OK? On fait un petit coucou d'ailleurs au passage. Bonjour à Si vous pouvez tous. nous indiquer d'ailleurs. Ah oui, très bien. Merci Samia. Bonjour. Si vous voulez nous indiquer aussi d'où vous venez, parce que c'est intéressant, comme on est sur un système qui est Internet et on aime bien savoir d'où se connectent les participants. Ça, c'est hyper intéressant parce qu'on a fait une grosse communication autour justement du fait que c'était une semaine dédiée à l'entrepreneuriat, aux ressources humaines, mais à travers effectivement différents pays parce qu'on travaille entre l'Europe, Israël et également le Canada. Donc c'est intéressant de savoir d'où vous venez. On avait même déconnecté ce matin. Je ne sais pas s'il y avait parmi nous, s'il y a parmi nous aujourd'hui des personnes qui étaient là ce matin, mais ce matin on était connectés aussi avec la Réunion, figurez-vous. Donc, Wow. si vous voulez nous mettre des petits messages de là où vous êtes situés, ça nous ferait plaisir. Bonjour Marine, bonjour Magali, bonjour Fabienne, bonjour Christelle. Il y a du monde. Oui, Il y a du bonjour monde. à tous, super. Association Aide, je suis juriste. Enchantée Samia. Bourg-en-Bresse, bonjour Marseille. Ça fait plaisir. Saint-Brieuc, bonjour Saint-Brieuc. Ok, vous nous entendez très bien à Lyon, super. À Angoulême aussi apparemment, tout va bien. On a même la Normandie. Salut la Normandie. Ah quand même, l'Île-de-France, je me disais quand même. Et un petit peu, toujours. Toulouse, bonjour le Sud. Ok, super. On va démarrer dans 30 secondes. On laisse un petit peu le monde arriver. Ça se remplit au fur et à mesure. Voilà, Île-de-France, bonjour de Marseille. On a des Marseillais aujourd'hui. On a Lyon aussi, on a beaucoup de Lyonnais. Sophia Antipolis, bonjour Paris. Bonjour tout le monde. Super. Bonjour d'anglais. Bonjour à tous. Ok. Bon, on va laisser, hop, 1 seconde. Je vais quand même introduire un petit peu. Alors, pour ceux qui n'étaient pas là ce matin, déjà, on est très heureux de vous retrouver encore cet après-midi, pour ceux qui étaient là et pour ceux qui arrivent aujourd'hui. Ravi d'être avec vous, ravi de partager ce moment justement autour d'un sujet, d'un thème qui est extrêmement d'actualité, à savoir l'abandon de poste au niveau juridique. Qu'est-ce qu'on fait quand on a un salarié qui ne revient pas travailler ou quand on a un salarié qui disparaît du jour au lendemain? C'est toujours intéressant de savoir comment s'y prendre aujourd'hui, d'autant plus on va en parler avec Rachel, on a beaucoup de choses à savoir et effectivement, elle va nous enrichir parce qu'elle a un panel de connaissances qui va vraiment nous faire du bien, je pense, à tout à chacun. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, qui ne nous connaissent pas, on a lancé donc une semaine des entrepreneurs francophones 100% digital. Moi, je fais partie du club Time for Biz, je suis Aurore Cohen. Je suis connue en fait pour avoir créé une première société qui s'appelle CoopTime. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent. Vous pouvez interagir dans le chat si vous voulez. Et on se fera un plaisir de répondre à vos questions et de répondre à tout ce que vous pouvez évoquer en fonction du timing, bien sûr. Donc voilà, donc je suis connue pour avoir créé ce site de recrutement participatif on était en 2012 à l'époque. Et puis en parallèle, donc j'ai créé un autre sujet qui m'anime beaucoup aujourd'hui, c'est le fait de pouvoir justement accompagner des entrepreneurs dans le cadre de leurs ambitions professionnelles, dans le cadre de leurs ambitions de réussite, de croissance. Et donc ce club s'appelle Time for Biz. Et aujourd'hui, donc pendant une semaine du 5 au 9 juin, on a organisé toute une série de webconférences en lien avec la thématique des RH notamment, avec la thématique de l'entrepreneuriat, avec la prise de parole en public, enfin toutes les thématiques qui peuvent potentiellement nous arriver et qui peuvent nous intéresser dans le cadre de l'entrepreneuriat et dans le cadre de la gestion d'un service quel qu'il soit. Dès lors qu'on est manager, on a forcément des responsabilités. Donc voilà, donc du coup, aujourd'hui, on est sur une thématique en lien avec l'abandon de poste que je disais tout à l'heure. Je vais juste vérifier combien on est et si tout le monde m'entend bien, encore une fois, si vous pouvez juste me dire que c'est OK. On est 59, super. Et on Il y a laisse quelqu'un encore qui du monde n'entend arriver rien. apparemment. Il y a une personne. Comment? La dernière personne a écrit et dit je n'entends rien. Alors, si on peut demander à notre référent Webikeo qu'il intervienne éventuellement, parce qu'apparemment, il y a un petit souci pour un des participants. Voilà. Alors, Rachel, comment ça va, Oui, Rachel? ça va Bon, bien. nous, on se connaît. Je suis ravie de vous retrouver. Voilà, et de voir que c'est un Nous, on sujet. se connaît. Ouais, nous, on se On connaît. peut Et voilà. Un petit peu, bien sûr. Tu es connue, alors déjà,
tu es, une personne qui a un parcours déjà bien ancré effectivement dans le domaine des ressources humaines, opérationnel. Tu étais de l'autre côté de la barrière avant d'être avocate au barreau de Paris aujourd'hui. Tu as intervenu pendant 8 ans dans des structures, des belles maisons, de très belles, de grandes maisons. On peut les citer? C'est OK? Bien sûr, il n'y a aucun problème pour les citer. OK, donc tu étais notamment en charge donc, des ressources humaines du côté opérationnel pour la maison Chanel. Oui. Maison de luxe. Oui. Ensuite, tu es passé du côté, d'un autre côté, aux antipodes. On était chez Dell. C'est ça, je suis partie du côté de la technique. OK. Et puis, la Fédération des travaux publics. Pour la région également. Ouais. Voilà, donc on est encore une fois dans un autre domaine d'activité. Donc on peut dire que tu as, une capacité d'intervention assez large au niveau des problématiques qui peuvent se poser éventuellement de l'autre côté. Exactement, avec des populations très variées, très différentes, très variées. OK. Aujourd'hui, donc, tu as ton cabinet qui est ouvert depuis 2016, si je ne me trompe pas. Exactement. C'est bien ça, ouais. Ton cabinet d'avocat, dans le domaine donc, du droit du travail. Et tu proposes également tout ce qui est formation aussi, dans le cadre du droit du travail. Exactement, pour accompagner mes clients. Voilà. OK. Tu me dis si j'ai oublié quelque chose? Non, c'est très bien résumé en quelques lignes, c'est parfait. Super. On va rentrer dans le vif du sujet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. On laisse le chat ouvert. Vous avez la possibilité donc, de noter ce que vous avez à noter. Et nous, au fur et à mesure, on va laisser Rachel quand même un peu parler, si ça nous intéresse. Et puis après, au fur et à mesure, au bout d'une vingtaine de minutes, on va commencer à prendre les premières questions qui vont vous interpeller parce que c'est un sujet qui est quand même extrêmement important. Et il y a eu quelques avancées. Et donc, ça m'amène effectivement à la première question. On va parler de l'abandon de poste. Qu'est-ce que l'abandon de poste concrètement, Rachel? Est-ce que tu peux nous éclairer à ce sujet-là pour ceux qui ne savent pas ce que c'est pour les jeunes chefs d'entreprise? Oui. Alors, effectivement, je vais t'expliquer. Donc, c'est une bonne question pour démarrer parce qu'effectivement, aujourd'hui, alors, on a la loi sur le marché du travail, dont vous avez tous entendu parler, qui est une loi pour l'emploi et non pas une loi pour le droit du travail pour le chef d'entreprise. Et en fait, on nous dit aujourd'hui que l'abandon de poste, désormais, c'est une présomption de démission. Mais l'abandon de poste, il n'y a pas de définition juridique. Ce n'est pas une conception juridique, l'abandon de poste. C'est un terme qu'on utilise, comme vous le savez, dans les lettres de licenciement, quand un salarié ne se présente plus à son poste de travail. Pendant X temps, on n'a plus de son, plus d'image. Voilà. Donc, effectivement, on licencie par abandon de poste. Et jusqu'au 19 avril 2023, ce qu'on avait l'habitude de faire, c'était de licencier pour faute grave. Voilà. Ce qui aujourd'hui, a priori, n'est plus possible. Voilà. Mais on n'a pas de définition juridique. Donc, l'abandon de poste, c'est vraiment, on l'a dans la jurisprudence, c'est un terme qu'on utilise dans l'aide de licenciement, mais même le législateur, par rapport à cette loi, et même dans le décret, on n'a pas défini la notion d'abandon de poste. D'accord. Le fait qu'un salarié ne se présente plus à son poste de travail sans justificatif d'absence. Plus de son, plus d'image, c'est la définition de l'abandon de poste, entre guillemets. Voilà. OK. Et alors, la différence éventuellement avec l'absence injustifiée? Alors, a priori, comme ça, oui, il peut y avoir des différences, même si effectivement, en soi, quand on a absence injustifiée, on n'est pas à son poste de travail, mais l'absence injustifiée, elle peut durer quelques heures. Par exemple, votre salarié, dans la journée, il n'est pas à son poste de travail, vous ne savez pas pourquoi, il est parti à un rendez-vous, bref, une activité personnelle, et puis après, il revient. Voilà. Ou alors, il s'absente une journée, après, il revient. Vous savez tous, je vous le rappelle, mais qu'effectivement, un salarié, quand il ne se présente pas à son poste de travail, il a normalement 48 heures pour justifier de son absence. Donc, j'ai envie de dire, pendant les 48 heures. 48 heures. Ça n'a pas changé. Non, ça n'a pas changé. Souvent, ce qui est repris dans les conventions collectives, les règlements intérieurs d'entreprise, voilà, il a 48 heures pour apporter la preuve, très souvent un arrêt maladie, pour justifier de son absence. Donc, ça veut dire que les 48 premiers jours, on ne fait rien. Mais ça veut dire qu'en fait, il peut s'absenter une journée, il revient. Voilà. Et là, on est plus sur de l'absence injustifiée que réellement l'abandon de poste. Alors, ça m'amène à une autre question. Comment tu fais? Bon, nous qui sommes, en tant qu'ancienne du recrutement des RH, voilà, la question qui vient régulièrement, en fait, de la part de nos clients, des personnes avec lesquelles on travaille, des entreprises partenaires, la plupart du temps, c'est j'ai un salarié qui est là,
il m'envoie un arrêt maladie, il revient 3 jours, il redisparaît une semaine. Finalement, il devait venir, il nous a dit que c'était OK, et puis finalement, il ne réapparaît pas. Donc, comment je fais en fait, si ça dure dans le temps, et on est hors période d'essai, comment je fais concrètement pour gérer en fait une situation comme celle-ci? Alors, je reprends ta remarque, qu'il soit en période d'essai ou pas, juridiquement parlant, ça ne change rien. C'est vrai qu'en pratique, l'employeur se dit, bon, il est en période d'essai, du coup, je ne le garde pas. Très limite, parce que ce n'est pas l'objectif de la période d'essai. Donc, il faut faire attention par rapport à ça. Mais la question déjà qu'il faut se poser par rapport à ces absences, j'ai envie de dire perlées, c'est-à-dire qu'il est là, il n'est pas là, ça dure 2 jours, 3 jours, une semaine, c'est est-ce qu'il peut justifier de ces absences? Parce que s'il justifie par un arrêt maladie, bon, il est couvert par son arrêt maladie. Après, c'est un autre sujet. On peut effectivement faire contrôler cet arrêt maladie pour voir si ce n'est pas un arrêt de complaisance. Mais la question qui se pose, c'est quand on n'a pas de justificatif d'absence. Ou effectivement, là, à partir de quel moment l'employeur va dire, écoutez, là, on est sur un abandon de poste. OK. Voilà, parce qu'effectivement, on n'a pas de justificatif d'absence. Maintenant, une fois qu'il est revenu, ça peut être un abandon de poste. L'abandon de poste, c'est le salarié qui ne revient pas. D'accord. S'il s'absente quelques jours, sans justificatif, il ne vous avait rien envoyé, il n'a rien envoyé à son employeur, mais qu'après il revient, on peut le sanctionner parce qu'effectivement, il quitte son poste de travail et que ça a perturbé l'organisation du service, qu'il y avait une réunion importante par rapport à une commande, par rapport à plein de choses, mais on ne sera pas sur la thématique de l'abandon de poste. D'accord. OK, c'est très clair. Alors, une autre question qui me vient, CDD, CDI, on peut considérer comment ça se passe dans ces cas-là? CDI, là, CDD, même combat ou pas? Comment? Non, ce n'est pas le même combat parce que déjà, après, on a eu la loi, on a eu le décret donc, qui est en vigueur depuis le lendemain de la publication au journal officiel, donc, depuis le 19 avril 2023. On a eu aussi des questions-réponses du gouvernement. Cette loi sur la présomption d'émission en cas d'abandon de poste ne concerne que le CDI. Déjà, tout simplement parce que la démission n'existe pas pour le CDD. C'est un concept qui n'existe pas. Voilà. Donc, ça ne concerne que les salariés en CDI. Autrement dit, c'est-à-dire que si demain, vous avez un salarié en CDD qui ne vient plus travailler, vous pourrez le licencier pour abandon de poste pour faute grave. OK. Voilà. Donc là, cette loi ne concerne que les CDI. OK, donc c'est CDI uniquement, le CDD n'est pas concerné. CDD n'est pas OK. concerné. Question qui nous vient de Marie-Claire, qui demande, c'est OK, dans le cas d'un coma, d'un accident mortel du salarié. En fait, et justement, c'est là la difficulté, parce que la loi nous dit que c'est un abandon volontaire du poste de travail. Okay. Et que le salarié, imaginons, on va jusqu'au bout de l'employeur, on reviendra sur la procédure un petit peu de temps après, je pense qu'Aurore, on reviendra sur le déroulé, les étapes, même si je pense que certains les ont en tête, mais on précisera bien les choses. Mais une fois que l'employeur a été jusqu'au bout, le contrat de travail est rompu donc dans le cas d'une démission, liée à cette présomption d'abandon de poste. Après, le salarié peut contester devant le conseil de prud'homme en disant non, mais pas du tout, c'est pas volontaire de ma part. Si je ne viens plus travailler, il y a différents, parce que c'est une présomption simple, donc on peut remettre en cause. Donc, devant le conseil de prud'homme, directement devant le bureau de jugement, on va directement au bureau de jugement, c'est censé être une procédure plus rapide, il n'y a pas de bureau de conciliation. Donc, directement dans le bureau de jugement, là, on peut contester en disant, voilà, pour des raisons maladie, ça peut être pour des questions d'harcèlement moral, d'harcèlement sexuel, de souffrance au travail, d'un litige lié à la rémunération, l'employeur qui ne paye pas les heures supplémentaires, tout simplement. Et donc, il dit, ouais, moi, écoutez, moi, j'arrête de travailler. Et en fait, là, ça se retourne contre l'employeur. Et alors, donc, pour la question, excusez-moi, je ne me souviens plus du prénom, mais la question par rapport, voilà, le salarié qui décède. Marie-Claire, je crois. Là, voilà. Et en fait, ces ayants droit peuvent se retourner contre l'entreprise en disant, voilà, ce n'est pas de sa volonté. C'est qu'en fait, s'il n'était pas présent, c'est qu'il n'avait aucune possibilité de prévenir, mais ce n'est pas volontaire de sa part. C'est lié à son état de santé. Voilà. D'accord. Oui, donc c'est encore un cas spécifique. Après. D'accord, c'est très clair. Alors, il y a Cécile qui nous demande, est-ce qu'on peut parler de la présomption de démission pendant la période d'essai?
En fait, oui, c'est la même chose. Parce que le salarié, quand il est en période d'essai, son contrat de travail a démarré. C'est-à-dire qu'au premier jour du contrat de travail, donc c'est là où démarre la période d'essai, mais pendant les 2 ou 3 premiers mois, enfin, pendant la durée de la période d'essai, si le salarié ne vient pas travailler, effectivement, c'est une très bonne question parce qu'avant, quand on avait un salarié pendant la période d'essai qui ne se présentait plus à son poste de travail, on ne pouvait pas considérer qu'il avait rompu sa période d'essai. Donc, il fallait faire cette procédure de licenciement pour abandon de poste et donc faute grave. Même si c'est de l'administratif parce qu'il partait avec 0, mais au moins, bon, voilà, il fallait faire la procédure. Là, ça va être la même chose. Ça veut dire qu'on va appliquer la même procédure que le salarié soit en période d'essai ou qu'il ait 10 ans d'ancienneté. Et cette procédure, c'est simple, c'est qu'il faut envoyer un courrier en lettre recommandée au salarié. Où on va préciser, effectivement, on va le mettre en demeure de reprendre son poste, surtout de justifier de son absence. On lui laisse, alors là, le décret nous a précisé qu'il faut les laisser au minimum un délai de 15 jours calendaires. C'est 15 jours calendaires. C'est 15 jours calendaires, c'est-à-dire que les samedis, dimanches comptent, voilà, c'est tous les jours de la semaine. C'est un minimum, si l'employeur veut mettre... Moi, employeur, je suis obligée d'attendre 15 jours que mon salarié, que la situation... Qui bouge, oui. D'accord, Il n'est pas payé. C'est vrai qu'il est dans les effectifs, mais par contre, il n'est pas payé. Alors, c'est vrai que c'est bloquant parce que derrière, même pour prendre un intérimaire ou quelqu'un en CDD, c'est compliqué. Alors, on sait très bien qu'on peut avoir un motif de CDD, c'est remplacement d'un salarié absent, et que le CDD se termine au retour du salarié absent. Sauf qu'on ne sait pas combien de temps ça va durer, que si ça se passe mal avec le CDD, on est un peu bloqué parce que rompre un CDD, c'est quand même très compliqué. C'est sûr. Voilà, donc c'est plein de questions qui se posent. Voilà, est-ce qu'on a vraiment besoin de le remplacer tout de suite ou pas? Voilà, ou est-ce qu'on peut redispatcher les tâches sur les autres salariés? C'est pas toujours évident parce que ça fait quand même une charge de travail. Voilà. Mais là, c'est vrai qu'on est bloqué au minimum pendant 15 jours. Alors, on nous dit... Réponse, voilà, et juste, je termine sur la procédure. Donc, c'est le premier courrier. Éventuellement, on répond au salarié si jamais il a envoyé un courrier pour expliquer pourquoi il est absent. Bien évidemment, il faut lui répondre. Et puis, si on n'a pas de son, pas d'image, et bien donc, à la date limite qu'on avait indiquée pour la réponse du salarié, ça sera la date de démission du salarié. Et c'est la même chose s'il est en période d'essai. C'est exactement la même procédure. Et par contre, là, il faudra renvoyer ça répond à la question de Samia, justement, qui avait posé. Pour reboucler sur la question, c'est la même chose en période d'essai. Et donc, il faudra, par contre, là, refaire un deuxième courrier en recommandé avec accusé de réception en expliquant que le contrat il est rompu dans le cas de la démission. Et là, le préavis est dû. Il y a un préavis qui est dû. Alors, effectivement, s'il est en période d'essai, on va parler de préavis. C'est le délai de prévenance. Il n'y a pas de préavis quand le salarié est en période d'essai. On parle d'un délai de prévenance qui, du coup, alors on ne doit pas pénaliser le salarié. Donc, il faudra regarder comme on a l'habitude de faire, parce que là, aujourd'hui, j'ai envie de dire, on apprend un peu en marchant parce qu'on n'a pas de jurisprudence, on n'a rien. Et le législateur, il y a plein de situations qu'il n'a finalement pas trop prévues. Mais il faudra appliquer le délai de prévenance donc, qui est dû par l'employeur et aussi par le salarié. Mais vu que le salarié ne travaille pas, éventuellement, on pourrait imaginer en théorie, mais bon là, en pratique, je pense qu'il n'y a pas d'intérêt d'aller demander des dommages et intérêts parce que le salarié n'effectue pas son délai de prévenance. Par contre, l'employeur, il lui doit. Donc, en fonction du délai qui reste à courir, soit on considérera qu'il effectue, mais il ne sera pas payé parce qu'il n'est pas présent. D'accord. Contre, à la fin la période d'essai, qui reste par exemple que 3 jours sur cette période d'essai, et qu'il a un délai de prévenance de 2 semaines, le conseil, ça serait quand même de lui payer comme une fin de période d'essai classique quand le salarié est présent dans l'entreprise. D'accord. Ok. Alors moi, j'ai une question qui me vient par rapport au travailleur qui va être le salarié qui va être protégé, par exemple, en entreprise. Comment ça se passe? Alors ça, c'est une très bonne question. Le conseil aujourd'hui, c'est qu'on ne part pas sur la présomption de démission avec un salarié protégé. Tout simplement parce que la notion de salarié protégé, parce que du coup, je me suis avancée, mais il y en a peut-être quelques-uns qui ne connaissent pas la notion, donc il faut peut-être préciser ce que c'est. Salarié protégé, tout le monde a connaissance, effectivement, du représentant, enfin, de l'élu au CSE ou du délégué syndical. Il y a aussi des mandats extérieurs à l'entreprise. Un mandat au conseil de prud'homme, un mandat comme conseil du salarié, on ne citait que. Donc là, il faut se renseigner.
parce que vu que vous avez tous lu dans la loi qu'effectivement, c'est une présomption simple, que le salarié peut aller devant le conseil de prud'homme pour dire mais non, c'est pas de mon fait, c'est une démission involontaire. Et donc, quelque part, là, on s'apparente à une prise d'acte de la rupture. Et donc, en fait, ça peut être requalifié si le salarié est protégé en licenciement nul. Mais qui dit licenciement nul, ça veut dire que, OK, on va lui donner son préavis, l'indemnité de licenciement, mais c'est aussi qu'il a le droit à tous ses salaires jusqu'à la fin de la protection, la fin de la protection liée à son mandat. Gloops. C'est groupe. Donc, ce n'est pas forcément la fin de son mandat, c'est la fin de la protection. Il faut savoir que pour un CSE, un élu CSE, il est protégé encore pendant 6 mois après la fin de son mandat. Et un délégué pendant 12 mois. C'est un peu lourd de conséquences. Donc, honnêtement, là, si vous êtes sur un salarié qui est protégé, vous ne faites rien. Et la loi nous permet de ne rien faire. C'est-à-dire, la loi dit que l'employeur peut rester complètement… Enfin, on est dans l'inertie. C'est-à-dire qu'effectivement, on a une personne dans les effectifs, mais il a un bulletin de paye à 0. C'est tout simplement. C'est très clair. En pratique, c'est compliqué parce que y a un poste, donc de ce fait-là, vous allez recruter en CDD. C'est vrai que dans les petites structures, c'est compliqué à gérer. D'accord. Ok. Alors, juste pour continuer un petit peu, on va prendre la suite des questions après. Donc, par rapport à tout ce que tu nous évoques là, on a donc différents motifs en fait de rupture de contrat de travail. Est-ce que peut-être on peut balayer les différents rapidement les différents motifs qui existent aujourd'hui pour avoir une cartographie, si on peut peut-être appeler ça comme ça, mais au moins un état des lieux en fait de ce qui existe comme motif de licenciement aujourd'hui. Alors, en fait, le motif de licenciement, c'est, vous savez tous, motif économique, mais ça, c'est pas tout le sujet. Motif inhérent au salarié, donc un motif personnel de licenciement. Donc, soit on est sur un motif non disciplinaire, inaptitude constatée par le médecin du travail. Justement, on en parlait quand effectivement les absences perturbent l'organisation du service. Voilà, on a un salarié qui a une absence justifiée, mais ça perturbe l'organisation du service et on doit recruter en CDI. Hein. Et après, on a les motifs disciplinaires. Faute grave, faute lourde. Bon, faute lourde, elle est très, très, très rare en pratique. C'est plus sur de la théorie, sauf s'il y a des détournements de fond. Mais voilà, faute grave. Et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que sur cette faute grave, il faut quand même savoir, il y a une étude de la DARES, en début d'année, mois de février, qui nous disait qu'en fait, 70% des licenciements pour faute grave sont liés à un abandon de poste. Parce qu'en fait, ce qui se passait, c'est quelque part, on contournait la démission. Le salarié qui est licencié pour abandon de poste, il a le droit au chômage. C'est fini la double peine depuis quelques années. Il allait voir son employeur, il lui dit voilà, moi je veux négocier mon départ. L'employeur, la rupture conventionnelle, il y a quand même un coût pour l'employeur en fonction de l'ancienneté du salarié. Donc il n'avait pas forcément envie. Il lui dit démissionner. Et le salarié qui voulait bénéficier du chômage, il sait très bien qu'avec la démission, il n'a pas le droit aux allocations chômage. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il se fait un abandon de poste. Donc, on contourne le système. Même, on sait très bien que dans des pratiques dans les entreprises, et je l'ai pratiqué, quand les salariés, on veut s'en séparer, qu'on n'a pas trop de motifs, qu'on va essayer d'arranger, lui, il veut partir, nous, on est OK, mais on ne veut pas que ça nous coûte trop cher. On lui dit, tu ne viens pas travailler, on fera des courriers et puis on te licenciera pour abandon de poste. Il a le droit au chômage. Et d'ailleurs, ce que cette étude nous disait, c'est que finalement, les salariés qui étaient licenciés pour faute grave, abandon de poste, retrouvaient plus rapidement un emploi que ceux qui partaient dans le cadre de la rupture conventionnelle, qui restaient plus longtemps au chômage. Voilà. D'accord. Okay. Donc, en fait, mais aujourd'hui, en même temps, et je pense que la question, je vois pas j'ai pas le temps de lire le chat, mais peut-être que certains… Je vais y venir, on va revenir dessus parce que là, ça se remplit. Voilà. Donc, je te laisse continuer, puis on va c'est ça. Aurore, c'est vrai que cette question, elle est vraiment importante. C'est aujourd'hui, est-ce qu'un employeur peut encore licencier pour faute grave en cas d'abandon de poste? C'est la question qui a été posée parce que dans le texte de l'article du Code du travail, le texte de loi, c'est quand même écrit à l'impératif, donc on sent bien qu'aujourd'hui, on doit licencier on ne peut plus licencier pour abandon de poste. Voilà. Et c'est quand même la volonté du législateur parce que l'idée, c'est de réduire les frais au niveau de Pôle emploi. C'est quand même ça l'objectif de cette loi. C'est compliqué, mais en même temps, on ne pouvait pas réintroduire le fait que le salarié
n'aurait plus Pôle emploi s'il est licencié pour faute grave, parce que du coup, on pénalisait aussi nombreux salariés. D'accord? Donc ça, c'est fini longtemps. Enfin, je crois qu'on aura une grève supplémentaire en France, donc ce n'était pas la peine. Donc, là, l'option du législateur, c'était de dire abandon de poste, présomption de démission, il n'y a plus le droit au chômage. D'accord? Mais on ne nous dit pas clairement qu'en cas d'abandon de poste, ce n'est pas écrit clairement qu'en cas d'abandon de poste, c'est obligatoirement une présomption de démission. Le texte de loi ne nous le dit pas, le décret non plus. Par contre, on a les questions-réponses du gouvernement qui nous disent effectivement que si l'employeur veut rompre le contrat de travail par rapport à l'abandon de poste, c'est une présomption de démission et qui ne pourra plus passer par le licenciement pour faute grave. Sauf que ça n'a pas une norme impérative. Enfin, je veux dire, c'est aujourd'hui, ça reste une indication du gouvernement, mais ça n'a pas de valeur normative. Ce n'est pas comme un texte de loi, ce n'est pas comme un décret. Alors, est-ce que le législateur va modifier le texte de loi pour que ce soit clair pour tout le monde? Bon, d'accord. Je ne sais pas. Mais et il n'y a pas non plus de sanction. C'est-à-dire que l'employeur qui irait sur la faute grave, aujourd'hui, il n'y a pas de sanction en face. On ne nous dit pas, s'il y a une faute grave pour abandon de poste, l'employeur, voilà, il est sanctionné. Voilà. Et aujourd'hui, sur les formulaires Pôle emploi, on coche faute grave, mais on ne dit pas quel est le motif. Donc, on ne peut pas savoir qu'est-ce qu'il y a derrière la faute grave. Sauf si le salarié communique sa lettre de licenciement, mais on ne peut pas savoir. D'accord. C'est vrai que la prudence, c'est de se dire, on va aller sur un autre motif. Hein, ou alors, si on fait une faute grave, on ne sera pas sur l'abandon de poste. Mais aujourd'hui, ce n'est pas précis. Et bon, c'est très récent. Donc, pour le coup, effectivement, on n'a aucune décision de justice. Donc, il va falloir attendre quelques mois. Voilà. J'ai Marie-Claire dans le chat qui nous demande « Le fameux question-réponse du ministère du Travail sur la présomption de démission n'est plus accessible sur le site du ministère du Travail. Pourquoi tu penses qu'il a disparu ?» Est-ce que tu le savais? Oui, parce que j'ai essayé de le regarder tout à l'heure. Je voulais voir encore s'il y avait des choses qui avaient évolué. Et je pense sur des articles qui portent sur le sujet, mais pas sur le fameux question-réponse. Je pense que c'est un petit peu compliqué parce qu'en fait, ils ne peuvent pas contredire la volonté du législateur et des travaux parlementaires. On voit bien que l'idée, c'est effectivement, on veut limiter les frais au niveau de Pôle emploi et de dire, non, abandon de poste, c'est une présomption de démission. Mais en même temps, aujourd'hui, on n'a rien non plus pour dire à l'employeur, vous n'avez plus le choix, en fait. D'accord. C'est pas clair. Donc, voilà, peut-être qu'ils vont la faire évoluer ou... je ne suis pas au Parlement. Pour l'instant, ça reste... Je ne sais pas pourquoi je ne suis pas au ministère, donc je n'ai pas mes entrées, donc je ne sais pas pourquoi, mais bon, voilà. Je pense que c'est un petit peu compliqué, en fait. Ils sont pris entre deux positions, la position de l'entreprise et du gouvernement, effectivement. Voilà. On a Samia qui voudrait revenir, en fait, sur les salariés en période d'essai, qui demande si on doit donc, si tu peux repréciser, est-ce qu'on doit payer une indemnité alors qu'ils sont en abandon de poste, et si oui, pourquoi? Il n'y a pas d'indemnité. De toute façon, même quand ils sont en abandon de poste pour une démission, il n'y a pas d'indemnité à verser. C'est pas comme un licenciement où on verse l'indemnité de licenciement, là on verse rien. La seule chose, c'est par rapport au délai de prévenance qui est spécifique à la période d'essai. Parce qu'imaginons que ça se produit et que vous êtes à quelques jours de la fin de la période d'essai. Donc, le délai de prévenance, on ne peut pas l'appliquer. Sauf que là, effectivement, on va considérer que c'est l'application. Alors, faut faire attention parce que, vu que c'est une présomption de démission, ça va être le délai de prévenance du salarié. Donc, c'est très rapide. C'est 48 heures. Donc, c'est là, faire attention. Donc, a priori, on n'a rien à lui verser. Si on n'est pas dans les clous au niveau du délai de prévenance, il se passe quoi? En fait, si c'est l'employeur qui met fin à la période d'essai, on doit lui payer. Et c'est plus long, c'est au maximum, ça peut jusqu'à 1 mois. D'accord. Si le salarié, c'est entre 24 et 48 heures, donc c'est très rapide. Maintenant, le risque, et ça c'est le risque qu'il faudra provisionner au niveau de l'entreprise, c'est que si jamais le salarié saisit le conseil de prud'homme, il pourra dire, non, finalement, la rupture, elle est à l'initiative de l'employeur, et donc le délai de prévenance m'est dû. Mais donc, lui, mais bon, pour que ce soit plus intéressant pour lui, il va aller plutôt sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Voilà. En disant qu'on a la finalité de la période d'essai. Je continue avec la question de Frédéric qui dit « Le salarié ne risque-t-il pas de provoquer une faute plutôt que d'abandonner son poste pour bénéficier d'un licenciement pour faute et bénéficier de ce fait des allocations chômage ?»
Ah, mais ça, c'est une évidence. C'est-à-dire qu'en fait, là, je pense qu'on va changer les pratiques RH que certains peut-être d'entre vous connaissent. Hein, enfin, voilà, mais on le sait très bien. Enfin, je veux dire, pour avoir été en entreprise et puis aujourd'hui, voilà, conseiller mes clients. Après, il y a le droit et il y a la partie opérationnelle. Et c'est vrai que on va s'orienter vers un autre motif. Même si, comme je vous dis, aujourd'hui, quand on complète le document Pôle emploi, qu'on remet aux salariés dans les documents de fin de contrat, il y a juste marqué, on coche faute grave, mais on n'indique pas le motif de la faute grave. Donc, ce qui fait que, effectivement, mais pour rassurer le salarié, parce que les salariés qui peuvent être un petit peu en panique, dans ces cas-là, on va partir sur d'autres motifs. Voilà, on va être peut-être plus sur des absences perlées ou sur voilà, le fait d'arriver en retard, très en retard, voilà. Et puis aussi, quand c'était pour négocier le départ, ce qui peut se passer, c'est qu'on peut peut-être avoir un rebond par rapport aux ruptures conventionnelles, tout simplement. Parce que l'employeur va faire ses calculs, va faire ses simulations. Un salarié qui a pas mal d'ancienneté, même si on lui verse une indemnité au niveau de la rupture conventionnelle, il n'y a pas de risque. Parce que s'il fait une présomption de démission, le risque derrière, c'est que le salarié a devant le conseil du prud'homme et que ça lui coûte plus cher. D'accord. Ok. Voilà, négocier le départ. Après, il va falloir, quand on va vouloir négocier un départ, comme voilà, on va partir sur peut-être des ruptures conventionnelles ou sur d'autres motifs de faute grave avec une transaction derrière. Voilà, mais on va arrêter l'abandon de poste. Donc en fait, aujourd'hui, on n'a pas de certitude. Aujourd'hui, on n'a pas un texte clairement qui va condamner l'employeur si jamais il fait quand même un motif d'abandon de poste dans le cadre d'un licenciement pour faute grave. D'accord. Ok, donc bon, globalement, en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que, étant donné que les tribunaux ne se sont pas encore prononcés, non, c'est trop récent. On ne peut pas du tout avoir de visibilité sur les risques éventuels encourus. On peut les évaluer, les risques. Les risques, c'est, vu que le salarié peut aller devant le conseil du prud'homme pour dire non, ce n'est pas une démission volontaire, mais c'était involontaire de ma part pour des raisons de santé, par rapport à des questions de rémunération, peut-être qu'il a pratiqué son droit de retrait, peut-être qu'il va dire maintenant, moi je suis en souffrance au travail, il y a du harcèlement moral, voire du harcèlement sexuel, et tout ça, après, voilà, ce sont des motifs qui, effectivement, permettent au salarié de s'écarter de l'entreprise. Et dans ces cas-là, devant le conseil du prud'homme, il va justifier tout ça. On sait très bien, dans le conseil du prud'homme, c'est preuve contre preuve. Dans ces cas-là, si le salarié a gain de cause, il va obtenir l'indemnité de licenciement, le préavis, l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, donc les fameux barèmes Macron, voilà, donc en fonction de l'ancienneté. Plus éventuellement d'autres choses, voilà. Et puis, la période où il a été absent, alors, s'il y a un arrêt maladie, finalement, qui apparaît, dans ces cas-là, rétroactivement aussi, peut-être le complément de salaire. Et si le salarié est protégé, voire si on arrive à justifier le harcèlement moral, on va être sur un licenciement nul. Où là, les conséquences sont encore plus importantes, financièrement parlant, pour l'entreprise. Un licenciement nul, un salarié qui s'estime victime de harcèlement moral, ou on est sur des questions de discrimination au niveau de l'emploi, c'est un licenciement qui sera requalifié comme la présomption de démission sera donc renversée. On sera sur un licenciement nul. Et donc, c'est au minimum 6 mois de salaire en plus de l'indemnité de licenciement et du préavis. D'accord. Ok. Financièrement, il y a quand même un coût. C'est sûr. On a une question de Ghislaine qui nous demande, donc, bonjour, Pôle emploi demande a priori une lettre de licenciement à présent aux salariés. Ce dernier a-t-il l'obligation de leur transmettre? Alors, aujourd'hui, ça paraît pas. Alors, ça paraît pas dans les documents, en tous les cas, qui doivent être fournis à niveau de Pôle emploi. En tout cas, l'employeur n'a pas à le fournir et l'employeur ne communique pas le motif. C'est-à-dire aujourd'hui, le document de fin de contrat de Pôle emploi, voilà, on n'a pas à le préciser. Alors maintenant, en fait, après qu'ils remettent, on lui demande la lettre, finalement, c'est le risque parce que les conseillers vont avoir vous contrôler. Mais en fait, ce contrôle, il va être négatif pour qui? Il va être négatif pour le salarié. Parce que je ne pense pas que Pôle emploi va aller faire un contentieux à l'entreprise pour fraude à la loi. Je ne pense pas qu'on va aller sur ce sujet-là. C'est plus le salarié qui sera privé de ses allocations de chômage. Et de ce fait-là, il va se retourner contre l'entreprise. Si jamais, effectivement, sur l'aide de licenciement, on a marqué abandon de poste. Mais après, il faut voir comment on va réagir.
Alors, c'est sûr, ce n'est pas à l'entreprise d'aller tester. Enfin, je veux dire, je n'aurais jamais conseillé à mes clients de dire non, non, on y va, on verra bien ce qui se passe. On va trouver d'autres motifs, on va faire autrement. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de sanction en face. L'employeur qui fait quand même un abandon, qui licencie pour abandon de poste, aujourd'hui, il n'y a pas de sanction en face. C'est le salarié qui va être pénalisé, a priori, mais il n'y a rien. Côté salarié, qu'est-ce qui se passe du coup en termes de, comme tu dis, il va être pénalisé? Comment ça se organise? Si effectivement on va sur la présomption de démission, donc on le licencie, rupture du contrat de travail pour motif de démission, sa seule issue, c'est de saisir le conseil de prud'homme directement devant le bureau de jugement. Et donc d'expliquer que s'il n'était pas présent, par exemple, il a exercé son droit de retrait ou il avait des difficultés avec son management ou dans l'entreprise, ou que l'employeur ne lui paye pas ses salaires, voilà, des heures supplémentaires. Voilà. Il explique qu'en fait, ce n'est pas de son fait, ce n'est pas de sa volonté, mais c'est en raison des manquements de son employeur. Ou alors, comme on a eu la première question, par rapport à son état de santé. Ok. Alors, nous, on a quand même un certain nombre d'entreprises avec lesquelles on travaille qui sont amenées à être en full remote, c'est-à-dire qui travaillent en télétravail de façon quotidienne, ou qui ont mis en place un système un peu hybride comme ça. Bon, depuis le corona, on y est tous passés, hein, plus ou moins, donc on a gardé en fait ce système-là pour la plupart, pour d'autres non. Néanmoins, c'est quand même un sujet. Qu'est-ce qu'on fait pour, dans le cas en tout cas où on considère qu'on a un salarié qui justement est en télétravail, mais comment on peut justifier le fait qu'il abandonne son poste? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est prévu pour ça dans le cadre de la loi? Alors, non, la loi ne prévoit pas spécifiquement par rapport au télétravail, mais en fait, ce qui se passe, c'est que par rapport à ce qui est mis en place sur la mise en place du télétravail, sur le contrôle du salarié en télétravail. C'est-à-dire, qu'est-ce que l'entreprise a prévu? Est-ce qu'effectivement, il y a des outils qui sont mis en place pour contrôler effectivement l'activité du salarié? Alors, évidemment, par rapport aux dispositions de la CNIL, on ne peut pas demander aux salariés d'avoir en permanence sa caméra allumée ou de toutes les heures peut-être de se connecter, de montrer qu'il est derrière son écran. Voilà, c'est des choses qui portent atteinte à la santé du salarié et à son équilibre, vie personnelle, vie privée. Donc ça, on ne peut pas aller sur ce terrain-là, mais il y a des outils qui sont conformes à la CNIL et qu'on peut utiliser. Et en fonction de ce qui est prévu, effectivement, on pourra constater, effectivement, par rapport à ce contrôle de l'activité en télétravail, c'est ce qui va permettre de dire à un moment donné, oui, il y a une déconnexion qui est très longue, et effectivement de dire que le salarié, il est en abandon de poste. Maintenant, moi... À partir de quand c'est très long et que c'est un abandon de poste? Parce que du coup, c'est difficile à jauger. C'est ça qui est compliqué. Donc, c'est pour ça... Alors, non, s'il ne se connecte pas pendant plusieurs jours, on pourrait partir sur de l'abandon de poste. Mais encore, est-ce qu'il va rester plusieurs jours sans se déconnecter? Sans se connecter? Parce que même s'il n'est pas connecté, mais qu'il a quand même son employeur au téléphone, il travaille. On ne peut pas dire qu'il est en abandon de poste. Donc moi, je pose la question parce qu'on a eu le cas, nous. On a une de nos entreprises partenaires qui a eu en fait exactement ce problème d'un salarié en fait qui a disparu de la circulation, qui réapparaissait. Je suis là, mais je suis pas là. Et puis en fait, il savait très bien qu'effectivement, il n'était pas du tout sur son lieu de travail home office comme c'était prévu initialement. Donc très compliqué en fait à gérer, très très compliqué. En fait, là, ce qu'il faut, on va plutôt aller licencier pour de l'insubordination ou le fait de refuser de travailler. C'est-à-dire effectivement de pouvoir dire tel jour, pendant tel jour, vous n'étiez pas connecté, vous n'avez pas travaillé, par rapport aux tâches qui sont demandées, les objectifs. Voilà, on va plus être sur le refus de travailler et un acte d'insubordination plutôt que sur l'abandon de poste. D'accord. Même si a priori, effectivement, s'il ne se connecte pas pendant plusieurs jours, on pourrait partir sur de l'abandon de poste. Mais la base, quoi qu'il arrive, c'est de bien cadrer en amont c'est l'essentiel. Le mode de fonctionnement du télétravail qu'on met en place avec nos collaborateurs. Oui, et le contrôle. Voilà. Et puis le contrôle de cette activité des salariés en télétravail. Qu'est-ce qu'on met en place? D'où effectivement la nécessité de mettre en place à minima une charte sur le télétravail. Voilà. Donc là, parce qu'on parle de l'activité, mais voilà, dans laquelle on prévoit effectivement énormément de choses sur la prise en charge des frais, l'organisation, le lieu du télétravail, les horaires. Voilà. Ou un accord collectif quand on peut, mais à minima, c'est une charte. Si on ne peut pas négocier un accord collectif, à minima, on met en place une charte.
Super. On a une question de Frédéric. Alors, je peux malheureusement, j'essaie parce qu'il y a eu beaucoup de questions, donc j'essaie de voir en fait celles qui sont les dernières arrivées. Et je remonte comme ça. On a Frédéric qui nous demande: pensez-vous que le salarié puisse obtenir gain de cause devant le CPH dans le cas où il n'aurait pas du tout répondu à la mise en demeure de l'employeur? Alors, dans le CPH, c'est le Conseil du prud'homme. Hein, Aurore, je ne sais pas si tu as en fait, il peut. Le problème, c'est qu'est-ce qu'il va apporter comme justificatif? Parce qu'effectivement, s'il ne répond pas aux mises en demeure parce qu'il a un problème de santé, typiquement, il est hospitalisé, voire ou alors, autre chose, il est incarcéré, oui, il va avoir gain de cause. C'est ça la difficulté. Et puis, imaginez, voilà, c'est quelqu'un qui habite seul, il n'y a personne pour prévenir. Ça existe, hein, je veux dire. Et là, ça va se retourner contre l'entreprise. C'est pour ça qu'en fait, cette loi, elle a été faite pour alléger les budgets pour l'emploi, clairement, mais le risque, il pèse que sur l'entreprise. Parce que c'est l'entreprise qui va avoir un risque de contentieux qui se développe, avec un contentieux qui s'apparente à la prise d'acte de la rupture. Donc, alors, c'est vrai que dans ce cas-là, l'employeur peut aussi faire une procédure pour justement le salarié qui n'aura pas effectué son préavis, demander des dommages-intérêts parce que le préavis n'a pas été effectué. Ça, c'est quelque chose qui se produit, qui se pratiquait déjà avant. Alors, très théorique, mais qu'on peut faire, bien évidemment. On a Renaud qui nous demande: comment se formalise le courrier de présomption de démission ou d'abandon de poste? Ça, je pense que c'est plus une question à voir ensemble après, peut-être en one-to-one. Si vous avez des... Alors d'ailleurs, je me permets de faire la petite parenthèse. Là, on arrive quasiment, il nous reste une vingtaine de minutes à peu près ensemble. Si vous avez des questions vraiment très spécifiques, très précises, parce que j'ai vu qu'il y avait quand même pas mal de questions précises, n'hésitez pas à contacter Rachel, qui est donc avocate en droit du travail au barreau de Paris, qui va prendre toutes vos questions avec grand plaisir, j'en suis sûre, qui sera en mesure de vous répondre. D'ailleurs, on va en parler après, hein, de ta façon d'intervenir. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous pouvez complètement la contacter à l'issue de cette webconférence pour en savoir davantage par rapport à vos spécificités entreprises, parce que chaque problématique est différente. Et il est vrai que, bon, là, on répond de façon générale, mais je pense que tu es d'accord avec moi, Rachel, il faut quand même rentrer un peu plus dans le vif du sujet pour donner vraiment des conseils très avisés et très dédiés en fait à la problématique de l'entreprise. Donc, du coup, pour cette question, Renaud, je ne sais pas si tu peux donner un début, une bribe de réponse ou pas concernant le courrier, sa formalisation pour la présomption de démission. En fait, oui, le courrier, ce qu'il faut préciser effectivement, il faut mettre en demeure le salarié de reprendre son poste, qui justifie du motif de son absence, et mettre aussi le délai qu'il a le délai donné par l'employeur pour répondre, sachant qu'au minimum, c'est un minimum de 15 jours calendaires. Non, si l'employeur veut mettre 3 semaines, 4 semaines, il peut. Mais il y a un délai minimum de 15 jours calendaires. D'accord. Et toujours aller voir ce que dit la convention collective, parce qu'effectivement, on voit aussi avoir des oppositions par rapport à la convention collective. Donc, alors même si le législateur a demandé aux branches de revoir, de renégocier les négociations collectives qui ne seraient pas en conformité avec la loi, mais bon, pour l'instant, voilà. Donc, il faut, à chaque fois, il faut avoir ce réflexe convention collective. Alors, Renaud nous demande à nouveau comment articuler délai de 48 heures de justification d'absence du RI, les délais postaux de courrier, de mise en demeure et les 15 jours calendaires pour prendre acte par écrit de la présomption de démission. Alors, en fait, c'est-à-dire que le courrier, on met en demeure le salarié de reprendre son poste par rapport à cette présomption de démission. On va attendre 48 heures. Donc, on va attendre les premiers 48 heures. Si on n'a pas de nouvelles, là, on peut envoyer le courrier. C'est-à-dire qu'en fait, c'est l'employeur qui va évaluer à un moment donné, dire, voilà, j'estime qu'il est en abandon de poste. Mais on va attendre ce minimum de 48 heures. Après, à partir de la première présentation au domicile du salarié, donc c'est obligatoirement une lettre recommandée avec AR. Maintenant, on peut les envoyer sur Internet, hein, c'est très rapide. Hein, vous l'envoyez dans la journée, là, c'est voilà, avec le système qui est en place, qui a été mis en place par la Poste. Donc, première présentation, là, démarre le délai de 15 jours calendaire. Et donc, à la fin du délai de 15 jours calendaire, hein, si on prend le délai du décret, dans ces cas-là, le salarié qui ne s'est pas manifesté sera considéré comme démissionnaire. Très clair. OK. Mais il faudra renvoyer quand même un deuxième courrier pour justement acter de la démission. Et quid, on n'en a pas parlé, de la clause de non-concurrence. Parce qu'on doit effectivement, à un moment donné, informer le salarié, si l'employeur le souhaite, qu'il faudra lever la clause de non-concurrence.
Donc, le conseil, c'est de le faire dans ce courrier. Ce n'est pas dans le premier courrier, parce que sinon, ça va déjà s'apparenter comme une rupture de contrat. Mais dans le deuxième courrier, il faudra parler que l'employeur lève la clause de non-concurrence. Voilà. Si c'est prévu dans la clause, il y a d'autres questions qui se posent, mais en tous les cas, c'est dans le deuxième courrier qu'il faudra en parler. C'est quand même très important d'avoir comme ça le conseil avisé juridique, parce que c'est vrai qu'on aurait vite tendance à prendre une décision qui peut nous coûter cher finalement. Oui, parce qu'après, effectivement, le salarié peut aller dans le conseil de prud'homme. Et puis aujourd'hui, c'est normal, hein, on apprend en marchant, il n'y a pas de référence, donc on ne sait pas comment les tribunaux vont réagir. On ne sait pas comment le conseil de prud'homme va réagir par rapport à ça. Ok. On a une autre question de Marie-Claire qui nous dit, est-ce la même procédure pour un alternant apprenti? Alors, c'est comme un CDD. Les apprenants, c'est comme des contrats à durée, c'est des contrats à durée déterminée très souvent. Donc, il n'y a pas la présomption de démission n'existe pas pour le CDD. Voilà. Et j'avais vu passer aussi dans le chat par rapport au CDI intérimaire, c'est des agences d'intérim donc qui recrutent au CDI. En fait, eux, c'est le principe du CDI qui s'applique. Mais par contre, ça ne sera pas l'entreprise utilisatrice, ça sera l'agence d'intérim qui va l'appliquer. Oui, c'est lui l'employeur. C'est l'agence d'intérim qui est employeur. Le client final, c'est le client final. C'est-à-dire que c'est l'entreprise qui... Oui, c'est-à-dire que vous êtes utilisatrice, mais l'employeur, c'est l'agence d'intérim. D'accord. Ok, c'est très clair. Est-ce que... Alors, une autre question qui vient. Donc, pourriez-vous préciser, s'il vous plaît, si les dispositions présentées, c'est à sauter, sont applicables à la fonction publique, s'il vous plaît? Non. Merci beaucoup. Code du travail. En fait, il faut appliquer le code du travail. La fonction publique, c'est des histoires de statut, c'est très différent. Mais non, là, on est sur droit privé, code du travail. Ok. Voilà. Ok. J'ai vu, je te coupe, Aurore, mais je vais aussi passer une question parce que si l'abandon de poste n'est pas un arrangement et qu'il n'y a pas d'autres, c'est la question de Fanny, qu'il n'y a pas d'autres motifs de licenciement, absence injustifiée prolongée. Mais en fait, l'absence injustifiée prolongée, quelque part, c'est de l'abandon de poste. Alors, effectivement, on va jouer sur les termes. Mais ce qu'il faudrait, c'est plus là quand on est dans une absence perlée. Et effectivement, à mon sens, quand on est dans une absence perlée, donc sans motif, hein, bien évidemment, c'est-à-dire le salarié, il part, il revient, voilà, il part. Par exemple, il part 2 jours, il revient, il part 2 jours, il revient. Voilà, il vous fait. Là, oui, vous pouvez être dans ce cadre-là sur une absence injustifiée en précisant les dates où il était, où c'est absenté, que ça a perturbé l'organisation du service. Et on est sur une faute grave. Quel conseil tu donnerais de façon générale aux employeurs parce qu'il nous reste une dizaine de minutes, juste pour se préserver au maximum, pour verrouiller au maximum au niveau justement de ces risques qui peuvent être encourus autour de l'abandon de poste? Moi, le conseil, déjà, c'est de ne pas agir dans la précipitation. Déjà, premier point, d'accord. On attend le délai de 48 heures, ça, tout le monde l'a compris. Mais après, à un moment donné, alors, il y a la position de l'inertie, c'est-à-dire on ne fait rien. Je ne suis pas non plus convaincue par rapport au reste des autres collaborateurs que ce soit une bonne idée, parce qu'en termes de climat social, ce n'est pas l'idéal. Et en plus, tout se sait, donc vous risquez d'en avoir plusieurs qui vont avoir la même pratique. Donc, c'est un petit peu compliqué après en termes de management, même si juridiquement, c'est possible. Et puis après, effectivement, alors moi, envoyer un courrier pour mettre en demeure, j'ai envie de dire, ce courrier de mise en demeure, il a toujours existé. Enfin, je veux dire, c'était une pratique RH, même si juridiquement, c'était pas prévu dans un texte. Mais oui, on le pratiquait parce que, moi, j'ai eu l'expérience d'un client où, c'était avec les périodes de Covid, de confinement, d'activité partielle, c'était un petit peu compliqué, mais il était sur une activité où, en fait, il envoyait des plannings régulièrement à ses salariés. Et à un moment donné, il y a un salarié, il n'est plus venu travailler, il n'a pas répondu. Donc, il a arrêté d'envoyer les plannings. Mais il n'a pas fait de courrier pour dire, voilà, vous ne venez pas travailler, justifiez-moi de votre absence. Et ça s'est retourné contre lui. C'est-à-dire qu'il était devant le prud'homme en disant, vous ne me donnez pas de travail. Donc, le conseil, c'est oui, on va envoyer un courrier pour mettre en demeure le salarié de reprendre une activité, de revenir. Après, est-ce que vous allez jusqu'au bout en rompant le contrat de travail sur motif de la démission? Ça, il faut évaluer, déjà, si c'est un salarié protégé ou pas, il faut bien se renseigner, voir s'il n'a pas des mandats à l'extérieur de l'entreprise. Ça, il faut faire attention à ça, vigilant. Et puis après, évaluer le risque. Si jamais il va devant le conseil de prud'homme, par rapport à son ancienneté, par rapport à son salaire, voilà. Parce qu'il y a aussi la question, on n'en a pas parlé,
peut-être une question, mais voilà, le salarié qui est en arrêt maladie et qui ne revient pas, c'est quand même délicat d'aller considérer qu'il ait une présomption de démission. Peut-être qu'il a eu d'autres difficultés de santé. Je veux dire, là, le conseil, c'est d'attendre. On le laisse, s'il est en absence injustifiée, il a un salaire à 0 et on voit ce qui se passe. Parce que là, il y a quand même de grandes chances, vu qu'au démarrage, il s'est absenté pour un arrêt maladie, mais qu'il n'a pas reçu les autres prolongations et qu'il ne revient pas à son poste de travail. Bon, dans ces cas-là, vous laissez, j'ai envie de dire, vous laissez comme ça. D'autant plus si l'arrêt est lié à un accident du travail. Alors là, voilà. D'accord. Très délicat. On arrive quasiment au terme. Ouais, Aurore, je peux me permettre parce qu'il y a une question, juste une petite question par rapport à la question-réponse. Justement, ce que j'allais dire, s'il y a encore une petite question à prendre. Ouais, je pense c'est peut-être la dernière, mais on va voir. Mais sur le départ du préavis, compte tenu de l'interprétation question-réponse, à savoir, c'est la question de Marine, à la date ultime de reprise du travail fixée par l'employeur, c'est-à-dire le dernier jour du délai imparti, oui, c'est-à-dire que le délai de préavis va commencer à courir au dernier jour fixé par l'employeur pour la réponse du salarié. Sachant que là, le préavis est dû. Même si la procédure s'apparente à une prise d'acte de la rupture, procédure pour laquelle il n'y a pas de préavis, mais là, le préavis, il est dû. Donc, finalement, le salarié, il y a quand même peu de chances pour qu'il revienne effectuer son préavis. Ça veut dire que l'employeur, s'il y a un contentieux, il pourrait demander effectivement à être dédommagé du préavis qui n'aura pas été effectué. Très clair, très concis. C'est un plaisir de t'écouter, Rachel, parce que tu as la réponse à tout. C'est tac au tac. J'essaye. Il y a des cas spécifiques, mais voilà. En fait, il faut vraiment regarder, c'est du cas par cas. Vraiment, le conseil, c'est de voir l'ancienneté du salarié, le poste occupé. Est-ce que c'est un salarié qui avait l'habitude d'être absent ou pas? Et puis quand on voulait arranger le départ, parce que voilà, c'est des pratiques RH, aujourd'hui, il y a d'autres moyens d'arranger les départs sans que ça coûte non plus. On minimise les montants pour l'entreprise. Une autre question qui me vient de moi. Oui. Si on a envie de continuer à en savoir plus avec toi, comment on fait? Est-ce que tu organises est-ce que tu as une actualité? Est-ce qu'on peut te contacter directement? Ça, je pense que oui. De toute façon, alors oui, vous pouvez me contacter. De toute façon, voilà, je pense qu'Aurore après va vous mettre en place une petite présentation qui va vous être. Elle est téléchargeable. Normalement, vous pouvez la télécharger. Ouais. Et donc, dans ces cas-là, vous avez mes coordonnées aussi sur cette présentation. Donc, il y a aussi des petites vidéos, des vidéos. C'est des tutos qui font 2-3 minutes sur différentes thématiques. Voilà, que vous pouvez visualiser sur la chaîne YouTube. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn. Et puis, vous pouvez aussi me contacter. Voilà. Alors, soit c'est des consultations ponctuelles. Après, soit peut être sous forme aussi de formation qu'on peut mettre en place. Voilà, il y a des partenariats. J'ai des partenariats qui permettent d'avoir les fonds OPCO. Voilà. Alors, pour tous ceux qui ont les possibilités je me permets juste, tous ceux qui ont la possibilité justement de mettre en place, parce qu'on l'a vu dans plusieurs entreprises encore une fois, qui ont la possibilité de mettre en place un système de formation rapide autour du droit du travail justement par rapport à toutes les évolutions qui sont en mutation là en ce moment, je pense que c'est quand même pas rien justement de bien cadrer en fait son service ou en tout cas la personne qui est susceptible d'être qui est susceptible d'être en contact avec les collaborateurs dans le cadre justement juridique. Et c'est quand même une nécessité, je pense, absolue pour ne pas se retrouver un beau matin avec une mauvaise surprise. Donc, je pense que tes formations sont quand même extrêmement bien cadrées et permettent justement de... Voilà, ça peut être intéressant. Voilà. Et puis, effectivement, mais ça, je pense que toi qui vas peut-être un peu l'expliquer, voilà, le partenariat. Juste une autre question, mais je suis désolée, c'est mon côté juridique qui est... Là, Magali, sur les 15 jours calendaires s'entendent à compter de la date du courrier ou la date de la présentation. C'est la date de la première présentation au domicile du salarié. Parce qu'avant, il n'en a pas connaissance. Voilà. Donc, c'est à partir de là que démarrent les 15 jours calendaires. Ok. Est-ce qu'on va prendre encore une dernière question? Parce que je sens que tu es bien là. On est reparti pour 1 heure. Rachel, elle est bien. Oui, je sais. Après, j'aurais sûrement le plaisir de vous rencontrer. Non, mais je pense qu'on a fait les... Non, mais je crois qu'il n'y a pas... Non, le document téléchargeable, il va arriver après. Peut-on considérer que le défaut de réponse salariée vaut refus d'exécuter le préavis? Oui, parce que de toute façon, en pratique, il n'est pas là. Donc, le préavis ne peut pas vous l'exécuter. Donc, c'est ce qui fait qu'effectivement, oui, vous pourrez
mener une procédure. Et j'ai envie de dire, alors là, il ne faut peut-être pas non plus trop pousser, mais même si le salarié ne fait pas de procédure, ça n'empêche pas, vous, en tant qu'employeur, de faire une procédure pour justement avoir dédommagement du préavis non exécuté. Ce qui est le même cas aujourd'hui si vous avez un salarié qui a réellement démissionné, hein, qui vous a donné sa démission et qui ne fait pas son préavis. Vous pouvez aller devant le conseil de prud'homme et demander des dommages et intérêts. Après, il faut voir, est-ce que c'est rentable ou pas pour l'entreprise, c'est une autre question. Bien. Donc, vous l'aurez compris, si vous avez des questions plus précises pour Rachel, n'hésitez pas à la contacter en direct, elle est très accessible. Elle proposera un créneau en fonction de son planning et en fonction de ses disponibilités, mais de toute façon, elle a cette force d'être très réactive et extrêmement pertinente dans ses réponses, et c'est toujours un plaisir de travailler avec toi. Voilà, on n'a que des retours positifs, donc c'est pour ça qu'on est ensemble aujourd'hui. Pour tous ceux qui veulent continuer à parler entrepreneuriat, parler RH, on a tout un programme cette semaine autour justement de l'entrepreneuriat et des ressources humaines. Ce matin, pour ceux qui étaient avec nous, donc on a parlé absentéisme, on est dans le thème, hein. Absentéisme et relations entre collaborateurs, managers au niveau de l'engagement. Demain, on va parler un petit peu plus de digital, comment réinventer l'entreprise à l'ère du digital. Et puis, il y aura également une session de networking entre entrepreneurs qui sont basés entre France, Belgique, Suisse, Canada et Israël, qui aura lieu donc demain matin de 9h à 11h, heure française. Et puis, on va continuer la semaine avec David Lefrançois, le coach en neurosciences, qui nous fait l'honneur d'être avec nous aussi pour la prise de parole en public. Si vous pouvez les suivre, voilà. Tous ceux qui ont besoin de prendre la parole, quel que soit votre métier, quel que soit, je pense qu'à un moment donné, quand on a un rôle de manager, essentiel de savoir effectivement s'exprimer devant ses salariés et devant un panel de dirigeants, par exemple. Donc voilà, donc il va nous apporter son savoir-faire, son expertise. Et puis c'est pas tout, on a Delphine Rachela-Bellassène aussi qui va intervenir sur le fait de booster les ventes. Voilà, il y a tout un ensemble de personnes comme ça qui nous rejoignent tout au long de la semaine. Donc, je vous invite vivement, si ce n'est pas encore fait, à vous inscrire, hormis le networking de demain qui est déjà complet. Mais par contre, le networking, on en ouvre un deuxième mercredi 7 et ça commence ce soir de 20h au niveau des inscriptions, de 20h à minuit. Il y aura un lien qui sera transmis sur tous nos réseaux sociaux, donc vous pouvez le suivre en allant sur timeforbiz.com pour le site. Et en allant sur nos réseaux sociaux, donc time.forbiz, non, je ne me trompe pas, pour Instagram, time.forbiz, et puis également donc, Facebook, LinkedIn, voilà, vous pouvez nous retrouver. C'était un plaisir, Rachel, de partager ce bon moment avec toi. J'espère que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à nous donner vos petites remarques, ça nous fait toujours plaisir. Et les axes d'amélioration aussi, parce qu'on est là pour ça. OK. Rachel, tu as une petite phrase de la fin, un petit mot de la fin, qui fait du bien. Qui fait du bien. Ben, écoutez, je vous souhaite plein de bon courage avec cette nouvelle loi, hein, et je serais ravie de vous retrouver sur les réseaux sociaux ou en direct voilà, pour vos différentes questions. Et merci Aurore, c'est toujours un plaisir de faire un webinaire avec toi. Voilà. Plaisir sincèrement partagé. Merci à tous. Passez une excellente journée. Et puis, on se retrouve pour ceux qui peuvent et ceux qui veulent, et même ceux qui seront en replay après par la suite. On se retrouve tout au long de la semaine pour échanger et partager des bonnes idées entre entrepreneurs et entre RH. Voilà. Et merci beaucoup de vos questions. Voilà, merci de votre participation et vos questions. Passez une très bonne journée. L'animation du webinaire. Donc, super. Avec plaisir. Bon après-midi. Merci. À bientôt. À très vite. Bye.